C'est ça, j'ai commencé l'enregistrement. On va commencer puisqu'on a seulement 1 heure. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. Voilà, bienvenue à tous là, au webinaire Électrifier votre flotte municipale, c'est possible. C'est présenté par Environnement Mauricie. Mais c'est dans le cadre de la campagne Roulons électrique, qui est une campagne d'équiterre et qui est avec le soutien financier de Québec. Roulons électrique, c'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques qui est coordonnée par Équiterre, comme je disais, avec le soutien financier de Transition énergétique Québec et qui est appuyé par divers acteurs d'électrification, dont la VEQ. Le fonctionnement du webinaire d'aujourd'hui. J'ai débuté l'enregistrement. Il y aura une période de questions à la fin des présentations. Vous pouvez écrire en tout temps vos questions dans le chat, puis on va y répondre à la fin. Puis, vous pouvez attendre aussi la période de questions pour poser vos questions de vive voix. Par la suite, là, il y a un courriel qui va être envoyé aux participants là, avec les présentations puis les liens pertinents pour l'électrification des flottes. Les conférenciers, le premier, c'est Charles Trudel, chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant. Il va présenter tout ce qui tourne autour des véhicules électriques, puis de la mise en œuvre d'un changement de flotte. Ensuite, ce sera Marie-Pierre Paquette, qui est directrice de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale de la ville de Plessisville. Justement, ils vont montrer un exemple qui s'est fait dans leur ville. Puis, on va terminer avec M. Yves Hennekens, président de YHC Environnement, pour tout ce qui est subvention et pour nous aider à répondre aux autres questions. Je ne me suis pas mis, mais moi, Valérie Collin, je suis conseillère en environnement chez Environnement Mauricie et je vais faire les liens et présenter. Je vais faire un petit contexte, là, la situation actuelle au Québec puis en Mauricie. Au Québec, en mars 2021, c'était 98 000 véhicules électriques qui étaient immatriculés, ce qui représente seulement 2 de l'ensemble des véhicules légers qu'on a actuellement. Mais entre 2020 et 2021, on a vraiment vu une augmentation là, de 42 des véhicules électriques. En Mauricie, en mars 2021, on avait 3017 véhicules électriques immatriculés, 303 bornes. On a quand même eu une augmentation du nombre de véhicules de 2020 à 2021. Par contre, le nombre de bornes a diminué, donc 306 à 303. C'est ce qu'on peut voir. Puis, on est les seuls au Québec qui ont réduit leur nombre de bornes ou qui sont restés pareils, là, environ. Tout le monde a augmenté le nombre de bornes électriques qu'il y avait sur leur territoire. Le plan pour une économie verte là, du gouvernement du Québec, ça a un objectif de 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec à l'horizon de 2030. Puis, en 2035, là, on prévoit que 100 des ventes de véhicules automobiles neufs vont être électriques, puisqu'il va y avoir une interdiction de vente de véhicules à essence en 2035. On va débuter tout de suite avec notre premier intervenant, Charles. Je vais te laisser partager ton écran. Ben oui, donnez-moi une seconde. Merci, merci Valérie pour l'introduction. Voilà, share, ça. Est-ce que c'est bon? Tout le monde voit ça? Oui, on voit bien. OK, je reviens. Bon, voilà. Donc, bon midi à tous. Merci de participer. Merci au Conseil régional de l'environnement de la Mauricie pour l'invitation. Toujours un plaisir de partager sur l'électrification des transports, plus spécialement l'électrification des parcs de véhicules, des flottes de véhicules. Moi, c'est ma passion, c'est mon métier. Donc, je suis ingénieur mécanique chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant. Et aujourd'hui, je viens vous parler d'électrifier une flotte de véhicules municipaux. Donc, mon grand sujet aujourd'hui, je vais vous présenter l'Institut du véhicule innovant si vous ne connaissez pas l'Institut. Puis ensuite, le sujet, c'est l'entièreté des volets. En fait, je vais vous montrer les connexions entre les différents volets, les différentes facettes qu'il faut considérer pour entreprendre un projet d'une transition de parc de véhicules de l'essence vers l'électrique, vers le zéro émission. Là, ça peut être hybride rechargeable aussi. Et puis, à la toute fin, je vais vous inviter à participer à un projet qu'on lance cette année qui s'appelle Flotte rechargeable camion lourd. C'est un projet qui est gratuit, qui va vous permettre d'essayer des camions lourds électriques. Donc, stay tuned, comme on dit, restez jusqu'à la fin.
bien que votre lunch soit probablement appétissant, je suis certain. Donc, l'Institut du véhicule innovant, ce qu'on fait, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans leur processus d'innovation. On les aide à développer, déployer des nouvelles technologies véhiculaires ou de mettre en application, faire de l'implantation technologique en lien avec les véhicules électriques, autonomes et connectés. Donc, on fait de la recherche appliquée, de l'aide technique, de la formation et information aux entreprises, aux organisations, aux municipalités, aux ministères. On est assez central là, au Québec, je vous dirais. Si vous ne connaissez pas l'IVI, vous irez voir notre site web. On a un portefeuille de projets qui est assez impressionnant. À peu près tout ce qui s'est fait de gros là, au Québec dans les dernières années en électrification, ça a passé, ça a transité à un moment donné ou à un autre par l'Institut du véhicule innovant à Saint-Jérôme. On a le statut de centre de recherche accrédité par le CRSNG au niveau fédéral. On est un CCTT, Centre collégial de transfert technologique. Puis, on est un organisme à but non lucratif aussi, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher, faire des financements assez intéressants pour toutes sortes de projets en lien avec l'électrification, les véhicules autonomes ou les véhicules connectés. On est plus que 40 présentement, principalement des ingénieurs électriques, mécaniques, logiciels, robotiques, des experts dans les domaines des batteries, des véhicules, l'intelligence artificielle, la vision artificielle. Moi, dans mon cas, ma spécialisation, ma passion, c'est l'électrification des parcs de véhicules. Donc, de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je fais partie du groupe Applications technologiques. On est 3 dans ce groupe-là. C'est le plus récent groupe de l'IVI. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on met des véhicules existants ou des technologies existantes en service. Puis notre projet, c'est de faire l'implantation. Donc, typiquement, on va faire des projets pilotes. Souvent, ils vont être financés en partie ou en totalité par les différents paliers des gouvernements, différents ministères. Entre autres, à droite, on voit un projet qui roule actuellement dont je m'occupe, qui s'appelle le projet d'électrification de Coop Taxi Laval. C'est une implantation de 28 taxis 100% électriques. C'est un projet qui dure 4 ans. On fait l'étude de la dégradation des batteries, on fait les études des données de roulage de ces taxis-là. Le gouvernement, dans le fond, veut comprendre la viabilité des taxis électriques. On fait la même chose avec les écoles de conduite. Il y a un projet qui s'appelle Euroule, qui, lui, est porté par la Fondation québécoise d'enseignement en sécurité routière. Encore là, j'ai récolté, en date de la semaine passée, j'ai 2 millions de kilomètres sur 80 véhicules. Donc, ce projet-là, à terme, va mettre en service 200 véhicules électriques dans les écoles de conduite du Québec. Vous allez être capable d'en voir près de chez vous, là, à Shawinigan. Donc, c'est très intéressant de mesurer la viabilité des véhicules électriques pour les écoles de conduite. Nos clients, c'est des entreprises privées, des municipalités, des ministères, Hydro-Québec ou ses filiales, ou carrément des fabricants de véhicules ou d'accessoires de véhicules. Voilà pour l'introduction. Maintenant, passons au sujet principal, l'électrification d'une flotte de véhicules. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est une présentation qui est somme toute sommaire. J'ai 20 minutes, plus une petite période de questions. Donc, en gros, je vous présente les différents volets, comme j'ai dit, puis ça se retrouve ça dans le guide pour l'électrification d'une flotte de véhicules. Je vous conseille la lecture de ce guide-là. C'est disponible en version papier, mais très, très rare. Il faut vraiment avoir des bons contacts. Mettre la main sur une version papier. Je vous conseille notre site web. Ça a été publié suite au projet Flotte rechargeable qui s'est déroulé entre 2016 et 2019, où est-ce que là, le but, c'était de mettre à l'essai des petites flottes de 5 à 7 véhicules dans des entreprises pendant 3 semaines, gratuitement. Puis avec ce projet-là qui a duré 2 ans, on a appris plein de choses intéressantes sur l'électrification, les scénarios gagnants, les façons de faire pour que ça se passe bien. Donc, on a tout compilé ça dans un guide qui est là. Donc, je vous conseille la lecture. Je commence avec le premier volet qui est le volet véhicule. Il faut qu'on mette les bases, il faut qu'on soit tout le monde d'accord. Il y a 3 catégories de véhicules zéro émission. Non, il y en a seulement 2. Il y a les véhicules 100% électriques, il y a les véhicules hybrides rechargeables. Mais les véhicules hybrides tout court ou hybrides conventionnels, comme on appelle, en fait, ce n'est pas des véhicules zéro émission. Il faut se dire que si le véhicule n'est jamais branché sur une borne ou jamais alimenté par de l'électricité, en bout de ligne, même si momentanément le moteur à essence peut être éteint et le véhicule se déplace, ultimement, ce qui a servi à alimenter la batterie, c'est la combustion de l'essence ou du diesel. Donc, ce n'est pas un véhicule qui est zéro émission. Comme tu as bien mentionné, Valérie, la vente de véhicules à essence va être interdite à partir de 2035 au Canada, au Québec évidemment aussi. Donc, tout le monde, tout le grand public, là, pour les véhicules passagers, des particuliers, on va devoir se tourner vers ces 2 catégories de véhicules-là. Les véhicules électriques, présentement, il y en a plus que 30 modèles. Et puis, j'avais lu en 2020 qu'en 2021, il y avait plus de modèles qui allaient sortir sur le marché en 2021, le modèle 100% électrique, que dans la dernière décennie. Donc là, présentement, il y a énormément de véhicules qui affluent, qui arrivent sur le marché. On en entend parler à tous les quelques mois, il y a des nouveaux lancements. Côté des véhicules hybrides rechargeables aussi, même chose. Présentement, il y en a plus que 35 modèles disponibles au Québec. Donc, c'est loin d'être seulement des Leaf, des Bolt, Tesla Model 3. Il y en a vraiment de toutes sortes pour tous les goûts,
toutes les autonomies, toutes les puissances, toutes les capacités de chargement. Et puis, donc, pourquoi on parle des véhicules, pourquoi les gouvernements mettent autant l'emphase? Les véhicules sont propres, silencieux, économiques à opérer, les entretiens sont moins coûteux, moins fréquents aussi, confortables, absence de vibration, il y a absence de transmission, pas tout à fait, il y a une transmission une vitesse, mais donc il n'y a pas d'à-coup durant les changements de rapport. C'est super agréable à conduire un véhicule électrique. Si vous n'avez jamais essayé ça, dès que vous avez l'occasion, il faut répondre oui. Il faut essayer ça, c'est vraiment super agréable. Une belle réponse aussi sous la pédale. Il n'y a pas d'arrêt à la pompe. Les véhicules sont pleins chaque matin dans les scénarios où est-ce que les véhicules se rechargent chaque nuit. La gratuité des ponts, stationnement, voies réservées, traversiers, ça peut être applicable dans votre coin, peut-être moins. Là. Il faut voir avec les municipalités dans le coin. Et puis, l'image verte de la ville ou de l'entreprise. Contexte, le transport, c'est le plus grand émetteur de GES au Québec. Et puis, dans la catégorie des transports, 80% des émissions du transport sont associées au transport routier. Donc, l'électrification des transports, c'est une solution qui peut avoir de gros impacts. C'est technologiquement déjà à notre portée. Ça coûte peu ou pas très cher pour le gouvernement de mettre des incitatifs en place. Puis donc, c'est le low-hanging fruit, là, pardonnez l'expression, le buzzword anglophone. Là. Mais donc, c'est une solution qui fonctionne bien, qui est technologiquement à notre portée. C'est pour ça qu'il y a autant de volonté. Pour des détails sur les avantages des véhicules électriques, il y a ce guide. C'est un deuxième que je vous présente, qui est publié, tu connais Valérie, publié par Équiterre. On a participé à la rédaction de ça pendant nombreuses années. Donc, c'est disponible sur le site web Roulons électrique. Vous allez avoir aussi toute la liste des véhicules, les autonomies, les prix, les subventions, beaucoup de détails, beaucoup plus de détails que ce que je pourrais vous donner dans une présentation de 20 minutes. Donc, je vous invite à aller consulter ça. C'est une très bonne ressource. Côté ville, qu'est-ce que vous pouvez considérer comme véhicule à remplacer par des véhicules électriques? Côté des véhicules légers, une foule de véhicules qui peuvent être des bons candidats. Véhicules de services de police, incendie, d'eau potable, travaux publics, génie civil, urbanisme, signalisation, les véhicules de fonction, les véhicules des élus, si jamais ça fonctionne comme ça chez vous, le matériel roulant. Donc, il y a plusieurs villes au Québec qui ont déjà commencé, qui ont déjà électrifié comme ça une partie de leur flotte. Il y a aussi des véhicules spécialisés que vous pouvez considérer comme bons candidats. Les travaux publics d'horticulture, balayeuses de rue, des motos électriques, des surfaceuses, des ambonis. Bientôt, il va y avoir les VTT, les motoneiges, les motomarines, les ambulances même. Côté véhicules moyens et lourds, là, il faut prendre un petit peu plus on va aller en patience. Ça s'en vient très bientôt. C'est une question de mois, d'années. Les véhicules lourds, l'offre commence à se diversifier. Les livraisons s'en viennent tranquillement. On parlait juste avant le début du webinaire là, des problèmes d'approvisionnement. Ça se reflète là-dedans aussi. Les véhicules tardent un petit peu à arriver, mais c'est vraiment une question de mois ou d'années. Rien qui vous empêche de commencer tout de suite la stratégie d'électrification. Si vous pensez faire les achats dans les prochaines années, c'est maintenant qu'il faut commencer à penser à ça, puis aux recharges, puis aux bornes, puis aux stationnements. Donc, pour identifier les bons véhicules à électrifier et trouver les bons équivalents électriques, ça va vous prendre en premier, si vous voulez faire un bon travail, beaucoup de données sur vos véhicules à essence. Moi, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, d'implanter de la télématique. Je ne fais pas de publicité pour une marque ou une autre, là, une compagnie ou une autre, mais c'est des appareils que vous mettez à bord de vos véhicules qui vont vous donner une foule de renseignements sur les distances, les vitesses moyennes, les endroits des arrêts, les heures des arrêts, les durées des arrêts. Il faut que vous ayez en main les données sur les accessoires qui sont installés sur les véhicules, les consommations des accessoires. Bref, tout ça, ça va vous aider à faire un portrait de vos besoins énergétiques pour vos véhicules. Puis après ça, vous allez pouvoir traduire ça en une autonomie que vous avez besoin pour les candidats qui vont servir de remplacement. Et puis là, j'ai mis un graphique que j'avais fait en 2020 qui montre que, grosso modo, 80% des véhicules de 2020 étaient déjà dotés d'une autonomie de 300 km et plus. Là, les véhicules qui sortent en 2021-2022, c'est 350, 400, des fois 500 km de tout. Et puis, ce qu'il faut comprendre, si vous ne le savez pas, c'est qu'avec un véhicule électrique, on recharge, dans la majorité des cas, c'est ce que je vous conseille, chaque nuit. Donc, on a juste besoin de recharger pour l'autonomie qu'on a consommée durant le jour, en fait. C'est-à-dire que si on a un véhicule qui a, je donne un exemple très simple, j'ai besoin de rouler 100 km par jour, et j'ai une autonomie de 400 km sur le véhicule, ça ne veut pas dire que je vais recharger une fois ou 4 jours. C'est-à-dire qu'à chaque jour, je vais recharger le 100 km. Puis en fait, je vais avoir 300 km de marge tampon, là, de buffer sur mon véhicule. Donc ça serait un exemple de véhicule qui est oversizé en anglais, désolé. Donc,
En fait, j'ai juste des anglicismes. Le right sizing, c'est très important. D'éliminer un peu vos journées qui sont extrêmes, les 10 pires journées de l'année et les 15 pires journées de l'année. Moi, je vous conseille de les éliminer de votre analyse. Pour ces journées-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est utiliser une recharge en cours de journée sur une borne rapide publique, par exemple, ou encore utiliser un véhicule hybride rechargeable ou utiliser un véhicule à essence. Donc, d'utiliser la majorité de vos trajets dans l'année pour faire votre analyse pour trouver les bons remplacements. L'autonomie, c'est quelque chose qui varie dans l'année aussi. Ça c'est pas un mythe, c'est une réalité. En hiver, les véhicules électriques vont perdre à peu près 30 d'autonomie quand il fait froid. Quand il fait très froid, nous, on dit jusqu'à 40 d'autonomie. Donc, pour les pires journées de l'année, c'est une marge qui est très conservatrice, 40 pas besoin de descendre à 50 à notre avis, à l'Institut du véhicule. Après, avec notre expérience aussi au projet de flotte. Voilà. Parlons de recharge. Là, ce n'est pas une présentation sur la recharge spécifiquement, là, je passe assez vite. Il y a 3 niveaux de recharge, niveau 1, 2 et, attention, ça ne s'appelle pas niveau 3, ça s'appelle recharge rapide. Les BRCC, les bornes de recharge en courant continu. Donc, ils sont par ordre de puissance aussi. Là. Les bornes niveau 1, je n'en parle pas beaucoup parce que dans un contexte municipal ou commercial, ça s'applique peu ou pas. Ça recharge trop lentement. C'est qu'on utilise la borne portative qui est fournie avec le véhicule. On branche ça dans une prise 120 volts là, commune. Mais ça ne recharge pas très vite. Ça peut prendre 30, 40 heures, 60 heures à charger un véhicule. Ça peut fonctionner à la maison pour un particulier, mais pour une flotte, c'est rare que ça peut être ça la stratégie de base. Niveau 2, ça c'est excellent, c'est ce que vous voulez, c'est le qualité-prix. Il y a toutes sortes de puissances dans les niveaux 2. Généralement, on va avoir des puissances de 6,6 ou 7,2 kW. Ça peut descendre, ça peut monter, ça varie. Les bornes coûtent entre, je dirais, 600 000 $ pour une borne résidentielle simple. Pour une borne commerciale, comme on voit plus souvent, c'est quelques milliers de dollars, 2, 3, 4 000. Ça peut aller jusqu'à 7, 8, 10 000 $, dépendamment de la borne, de la complexité, les fonctionnalités, est-ce qu'elle est anti-vandalisme, est-ce qu'elle est pistolet, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'installer des bornes, une règle du pouce un peu grossière, mais qui fonctionne relativement bien, c'est de dire que les coûts d'installation sont équivalents aux coûts d'achat. Une borne qui vous coûte 3 000 $ peut coûter environ 3 000 $ à installer avec tout ce que ça comprend, là, les valeurs, la signalisation, la communication, petite mise à niveau de l'infrastructure électrique. Ensuite, recharge rapide, ce que certaines personnes appellent à tort le niveau 3. C'est ce qui recharge le plus vite. Typiquement, on voit des bornes de 50 kW. Il y a parfois des 24 ou 25 aussi. Là, sur le circuit électrique ou d'autres réseaux publics, là, on commence à voir des 100, 125, 150, 350 kW. Donc, c'est des bornes qui rechargent beaucoup plus vite, qui peuvent donner de 150 à 200 km par heure de recharge à vos véhicules. Ça coûte très, très cher si vous voulez avoir ça, si vous voulez implanter ça de manière privée là, dans votre flotte. Ça coûte très cher à l'achat, à l'installation, à l'opération aussi. Donc, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller vers ça, simplement qu'il faut vraiment bien calculer si ça fonctionne. C'est un sujet qui est très technique, les bornes de recharge en courant continu. Si vous déterminez que vous avez besoin de ça et que vous voulez en acheter, en implanter, contactez-moi, je vais m'assurer que vous ayez tout le temps en main pour commencer à réfléchir à ce projet-là. Des bornes comme ça va coûter environ 40, 45, 50 000, parfois beaucoup plus pour une borne. Et puis tout autant en installation. Donc, ça coûte plus cher qu'un véhicule. Bref, c'est carrément une catégorie à part, les bornes rapides. Les bornes de recharge en courant continu. Si jamais vous avez besoin de ces bornes-là, mais vous ne pouvez pas en implanter vous-même dans votre flotte, puis vous en avez besoin occasionnellement, bien, vous pouvez vous appuyer sur les bornes qui sont déployées par les différents réseaux, des bornes publiques, par exemple celle du circuit électrique. Ici, à droite, j'ai mis la carte de chargehub.com sur lesquelles on voit les bornes qui sont en Mauricie. Les véhicules électriques, ça coûte moins cher à opérer, mais de combien, le savez-vous? J'ai fait un petit calcul ultra rapide, simple, mais très réaliste. C'est 80-85 % d'économie financière sur les coûts en énergie, l'essence, l'électricité. Ça coûte moins cher au kilomètre que l'essence. Un autre élément important pour une entreprise ou une municipalité, c'est la prévisibilité des coûts. C'est un gros poste de dépense, l'essence, pour une entreprise. Puis, on s'expose à beaucoup de volatilité. L'essence, on ne sait jamais trop où ça s'en va le prix. Ça fluctue énormément, de l'ordre de 30-40 % des fois sur quelques mois, alors que l'électricité, c'est beaucoup plus stable, c'est quelques pourcents, puis c'est connu d'avance. Donc, sur 10 ans, là, votre projet, il y a des flux monétaires beaucoup plus stables. Économie sur l'entretien. On sauve environ pour un véhicule léger 50 % sur l'entretien. Il n'y a pas de changement d'huile. Mesure des freins,
beaucoup moins importante. En fait, souvent, on va juste simplement faire vérifier les freins, on va les nettoyer. Pourquoi c'est moins important l'usure des freins? Parce que le moteur du véhicule électrique peut être utilisé pendant la décélération pour ralentir le véhicule puis retourner de l'énergie aux batteries. On appelle ça le freinage régénératif. Donc, quand le véhicule fait ça, il sollicite beaucoup moins les freins mécaniques. Donc, il y a moins d'usure, il y a moins de maintenance. La mécanique est beaucoup plus simple, il y a des composants qui sont carrément absents. Pas de pot d'échappement, pas de bougie, pas de courroie. La liste des composantes qu'il n'y a pas sur un véhicule électrique versus un véhicule à essence, c'est très, très long. Il y a beaucoup de pièces qui sont absentes, donc ça fait moins de maintenance. Les cédules, les entretiens, les calendriers d'entretien des fabricants sont beaucoup plus espacés aussi. Nissan recommande des entretiens aux 12 000 km pour une Leaf versus 8 000 pour une Versa, donc 33 moins fréquent. Ça joue aussi pour une entreprise qui s'appuie sur ses véhicules chaque jour. Là. Donc, tout ça mis ensemble, quand vous allez commencer à faire votre analyse, vous allez identifier vos bons véhicules à remplacer, vos bons véhicules de remplacement. Dans le cas de 2 véhicules neufs, c'est relativement facile. Vous regardez vos options de paiement, vous regardez combien ça va vous coûter en essence ou en électricité chaque année. Vous allez arriver à un graphique qui va ressembler à peu près à ça. C'est-à-dire que le véhicule électrique coûte plus cher au début. C'est vrai, ce n'est pas un mythe. À l'achat, il coûte plus cher. Mais dans le temps, vous allez rentabiliser ce surcoût. Là, ici, pour Équiterre, j'avais fait ça en 2019, incluant l'achat d'une borne, une ionique électrique devenait rentable entre la 2e et la 3e année. Puis si une entreprise ou un particulier garde ce véhicule-là pendant 10 ans, il y a des économies cumulatives de 6 000 sur le 10 ans. Donc, malgré les coûts plus élevés, les économies sur l'énergie et l'entretien finissent par rattraper le surcoût et vous faire économiser de l'argent dans le temps. Parlant d'économiser de l'argent, un bon mécanisme pour économiser de l'argent présentement, c'est les subventions. J'en parle rapidement parce que Yves, qui va parler après moi, va détailler un peu plus les subventions. Les principales, je vous donne les grandes lignes. Les véhicules, jusqu'à 13 000 pour un véhicule 100% électrique si on combine l'aide provinciale et l'aide fédérale. Les bornes, jusqu'à 50% des dépenses, jusqu'à 5 000 par connecteur. Les bornes de recharge rapide, 50% des dépenses jusqu'à 50 000 pour une borne 50 kW, 25 000 pour une borne 25 kW. Et puis, là, ça fait 18 minutes que je parle. Si vous vous dites, c'est compliqué finalement ce projet-là, c'est une grosse affaire, sachez que le gouvernement veut vous aider pour ça. Transition énergétique Québec, du ministère de l'Énergie et Ressources renouvelables, met à votre disposition des subventions qui couvrent 50% des dépenses pour de l'accompagnement, l'analyse et l'étude d'implantation des mesures, suivi des mesures, suivi de la performance de vos véhicules électriques. Donc, vous n'êtes pas seul là-dedans. Si vous voulez vous faire accompagner, il y a des subventions là-dessus. Par nous ou par quelqu'un d'autre. Aucun problème. Ensuite, l'environnement, sujet, on en entend beaucoup parler, il y a encore des gros mythes, c'est très polarisant. Est-ce que le véhicule électrique est plus propre ou moins que le véhicule à essence? Moi, je vous donne les grandes lignes, j'ai à peu près 30 secondes pour parler de ça. C'est vrai, le véhicule électrique est plus polluant à fabriquer que le véhicule à essence. Par contre, c'est vrai, au Québec, il émet pratiquement pas d'émissions durant son utilisation. Ici, on a une énergie électrique qui est à 99% issue de ressources renouvelables. Et puis, le véhicule à essence, lui, c'est évidemment pas renouvelable, il consomme de l'essence, donc il pollue beaucoup plus dans le temps, ce qui fait que les deux courbes se croisent. On appelle ça le point d'équivalence. Et là, les experts ne s'entendent pas sur l'emplacement précis de ce point d'équivalence-là. Il est entre, comme j'ai dit, il faut que je tasse mon ça, 30 000 km et 65 000 km au Québec. Donc, grosso modo, si on le ramène en années pour un véhicule commercial ou municipal, on peut dire 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et puis, à partir de cette durée-là, en temps, l'électrique devient plus propre pour toute sa vie que le véhicule à essence. Donc, une fois qu'il a dépassé ce point-là, il faut le garder longtemps. C'est le but, c'est notre cible, c'est principalement environnemental. Il va y avoir des impacts sur vos opérations quand vous allez faire votre transition vers l'électrique. Au début, avec 1 ou 2 véhicules, 1 ou 2 bornes, c'est pas si pire, mais au fil du temps, ça va se complexifier, donc c'est bon d'y penser d'avance. Configuration du stationnement, vous allez devoir repenser à ça. Le coût du carburant, vous n'aurez plus besoin de rembourser de facture d'essence. Par contre, vous allez recevoir une facture d'hydro qui va être un peu plus élevée. Puis là, il faut prévoir une mécanique à l'interne pour facturer au bon département, au bon service de la ville, l'énergie qui rentre dans le service du bâtiment. Donc, il faut prévoir ça. Il y a des petits trucs. Et puis, les remboursements aux chauffeurs aussi, si jamais vous voulez rembourser la recharge sur des circuits, des réseaux publics ou la recharge à domicile, ça aussi, il faut commencer à penser à cette mécanique-là avant d'arriver jour 1 où est-ce que vos véhicules sont en service, puis là, il faut rembourser les. Donc, simplement d'y penser d'avance. En dernier volet, c'est l'importance de sensibiliser l'utilisateur. Je parle principalement de
toujours brancher le véhicule quand il revient au dépôt. C'est très important. Avoir des utilisateurs qui sont sensibilisés. Ils vont aimer les véhicules électriques, c'est certain, mais de les mobiliser un peu avant le processus, là, avant que ça soit implanté, c'est-à-dire les consulter sur le choix de véhicule, sur l'emplacement des bornes, demander-leur où est-ce qu'ils veulent se recharger. Ça va vraiment les conscientiser, les sensibiliser à ça. Puis après ça, ils vont utiliser les bornes plus. D'utiliser 2 périodes de 15 minutes dans la journée, plus une période d'une demi-heure de recharge. C'est ce qui peut faire en sorte que votre journée se termine à 35 d'autonomie versus à 15 d'autonomie avec une petite goutte de sueur sur le front. Donc, c'est très important que vos utilisateurs soient consultés dès le début puis qu'ils soient on board, entre guillemets, avec la transition dans votre ville. Donc, c'était les 6 volets à considérer ensemble avec des petites considérations plus particulières, là, des petits trucs que je voulais vous donner. C'est sûr que ça reste limité en 20 minutes. Ça me permet de répondre à vos questions. Si vous voulez me contacter, à la fin, je vais vous laisser mon adresse courriel. Et puis, en terminant, je vous présente le projet Flotte rechargeable camion lourd qu'on lance à Lévis cette année. Donc, c'est un projet qui est financé par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. C'est un projet de 3 ans. Si dans vos villes, vous opérez des camions lourds de classe 6 à 8, puis que ça vous intéresse un jour d'électrifier ces camions-là, d'en savoir plus, c'est un projet de 3 ans. Puis la première année, on va faire 8 ateliers un peu partout au Québec. Il va en avoir un dans votre région d'ailleurs. Et puis, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à ces ateliers-là. Ça va vous permettre d'en apprendre plus sur les camions, la recharge, les modèles disponibles, les prix, tout ça, les gains GES. Puis vous allez pouvoir essayer des camions lourds électriques aussi. Donc, super important de vous inscrire si ça vous intéresse, rechargeable.ca. Il y a un formulaire d'intérêt, vous pouvez rentrer vos détails, et nous, on va vous contacter par la suite quand on va être rendu à organiser l'atelier dans votre région. Donc, si vous voulez mes contacts, ttrudel@evisolution.ca. Si vous avez une idée de projet que vous voulez lancer avec l'IVI, vous pouvez contacter le développement des affaires, puis vous avez à l'écran le site web de l'IVI et le site web flotterechargeable.ca pour notre projet sur les camions lourds. Donc là-dessus, merci beaucoup pour l'écoute et puis je vais rester disponible à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Bonne journée. Merci beaucoup, Charles. On m'entend bien, je pense. On va y aller avec Marie-Pierre pour la présentation pour la ville de Plessisville. Je vais te laisser partager. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir parmi vous afin que je partage l'expérience de Plessisville en matière d'électrification de la flotte de véhicules municipaux. Donc, je suis Marie-Pierre Paquette, directrice de la vie citoyenne et chargée de projet à la direction générale à la ville de Plessisville. Donc, pour nous, attendez un petit peu, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, pour nous, l'électrification des véhicules électriques, c'est une démarche qui a pris son envol dès 2013, alors que la ville de Plessisville a pris part à la démarche partenaire pour la protection du climat avec la Fédération canadienne des municipalités. Avec cette démarche est venue l'élaboration d'un plan de réduction des GES à la fois au niveau corporatif et communautaire. Donc, des objectifs très ambitieux en la matière. Qui ont ensuite été déclinés dans une planification stratégique sur 10 ans par notre conseil municipal. Donc, dans notre plan stratégique, on a un axe complet qui se consacre au développement durable et plus particulièrement à la lutte au changement climatique. Donc, c'est les principaux facteurs qui nous ont menés à participer dès 2015 à une étude de marché de faisabilité technique sur l'autopartage de véhicules électriques en région. Donc, le fameux programme Sauvé, qui a été initié par M. Heineken, ce que vous allez entendre un petit peu plus tard, là, avec qui on est des fidèles collaborateurs là, depuis plusieurs années déjà. Donc, ce qui nous a motivés d'emblée à participer à cette étude-là, c'est qu'on a constaté une sous-utilisation de notre flotte de véhicules municipaux, comme c'est le cas dans plusieurs municipalités d'ailleurs. Donc, pour les dépenses et pour les coûts de main-d'œuvre et d'entretien qu'on investit dans nos véhicules, on s'est rendu compte qu'au bout de l'année, on faisait très peu de kilométrage et qu'il y avait sans doute des pistes qui nous permettraient d'optimiser l'utilisation de ces véhicules-là. Plessisville est située en région pour le moins rurale, donc avec un système de transport collectif très perfectible encore. Donc, on voulait aussi voir s'il n'y avait pas possibilité d'offrir des modes de transport alternatifs à notre population. Un autre facteur qui a fait pencher la balance, c'est que Plessisville a un territoire qui est particulièrement favorable avec l'autopartage. Donc, Plessisville, c'est un petit territoire urbanisé de 4 km²,
Donc, pour nous, installer une espèce de hub à l'hôtel de ville avec des véhicules électriques, c'était très facile pour nos citoyens d'accéder à l'hôtel de ville dans un rayon de plus ou moins 2 km de marche. Donc, c'était facilitant. Bien sûr, on a été motivés également par les subventions qui commençaient à faire leur apparition en matière de transport vert. Ça nous a permis là, d'avoir un tremplin pour mettre en œuvre les initiatives qui allaient venir un petit peu plus tard. Donc, je vais vous parler de Sauver. Sauver, donc, comme on disait tantôt, le système d'autopartage avec véhicules en région. Nous, Sauver, l'initiative a commencé en 2014, alors qu'on a commencé à installer des bornes de recharge de niveau 2 dans des endroits stratégiques de notre centre-ville. Par la suite est venue l'installation d'une borne rapide en collaboration avec Hydro-Québec qui déployait alors le circuit électrique un peu partout en province. Et c'est vraiment en 2017 que Sauver a pris son envol chez nous avec une phase pilote dans laquelle on a impliqué à la fois des citoyens et nos employés municipaux qui ont utilisé les véhicules. On a monitoré leur utilisation, aussi les retombées de l'électrification des véhicules à ce moment-là. Et étant donné les résultats concluants de cette phase pilote, Sauver est entré dans notre offre de services régulière depuis maintenant 2018. Donc, les particularités de Sauver, en fait, c'est un système d'autopartage donc, qui implique que nos employés municipaux sont les seuls utilisateurs des véhicules sur les heures normales de bureau. Mais à partir de 17 heures en semaine et les week-ends, ce sont les citoyens qui peuvent accéder aux véhicules moyennant une contribution modique. Donc, c'est un système particulièrement convivial où les gens peuvent réserver leur véhicule en ligne sur une plateforme de réservation. Et qui fait en sorte que le véhicule est activé en fonction de plages horaires déterminées. Les utilisateurs ont accès à une carte magnétique à la fois pour verrouiller le véhicule et aussi pour l'actionner. Donc, il n'y a pas d'échange de clés qui se fait. Donc, c'est vraiment facile, convivial à mettre en place. Nous, à Plessisville, on a décidé de mettre en place une tarification qui encourage des courtes réservations. Donc, le but de Sauver, pour nous, c'est vraiment de faciliter la vie de nos citoyens qui doivent, par exemple, aller dans la municipalité voisine pour faire des courses, pour aller à un rendez-vous médical, des gens aussi qui veulent faire des déplacements qui se font plus ou moins bien à vélo ou à pied, mais qui veulent réduire leur empreinte technologique, leur empreinte écologique, pardon. Donc, pour notre Chevrolet Spark, on parle d'un taux horaire de 5 et pour la Chevrolet Volt, c'est plus 7 de l'heure. Donc, c'est très économique pour quelqu'un qui va emprunter le véhicule pour une soirée, mais ça l'est moins pour quelqu'un qui voudrait partir, par exemple, un week-end complet ou une semaine avec le véhicule. Ce n'est pas l'utilisation qu'on vise non plus. Je vous ai mis un petit astérix en bas de page, comme les autres municipalités qui prennent part à Sauver. Nous, on a décidé d'interrompre le service aux citoyens là, dès les débuts de la pandémie. Puis c'est une petite municipalité, on n'avait pas nécessairement les ressources pour assumer toute la logistique de désinfection, de contrôle des infections par rapport aux véhicules. Mais le service devrait reprendre au cours des prochaines semaines. Là, on a des usagers impatients qui veulent recommencer à utiliser nos véhicules. Donc, on est en train là, de redéployer ça sur le territoire. Donc, après Sauver, on a voulu pousser notre réflexion plus loin. On a entrepris un autre projet, encore une fois, en collaboration avec YH et la FCN, sur l'électrification des camions et des transports spécialisés. Donc, ce qu'on voulait déterminer, c'est s'il était possible d'électrifier certaines composantes ou certains véhicules de notre flotte au niveau des véhicules lourds pour atteindre une réduction des GES d'au moins 20 et un retour sur investissement inférieur à 6 ans. Donc, les conclusions de l'étude nous ont permis de découvrir qu'il y a 2 de nos camions 5 tonnes qui bénéficieraient d'une électrification soit partielle ou totale. Donc, nous, on a pris en considération les résultats de cette étude-là dans notre plan de renouvellement de notre flotte de véhicules et éventuellement, on considérera l'électrification pour ces 2 véhicules-là. On n'a pas terminé. On est déjà investi dans un nouveau projet qui devrait prendre son envol vraiment de façon concrète en 2022. Donc, on ajoute un véhicule à notre flotte de véhicules électriques en autopartage qui sera une camionnette. Donc, c'est encore une fois une collaboration avec YH et la FCM qui nous permettra de mettre en œuvre le programme CIT. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acquis une camionnette usagée qui sera bientôt convertie à l'électricité grâce à la technologie québécoise EcoTio. Donc, on va carrément enlever le moteur à essence et le remplacer
par un moteur électrique. La borne de recharge qui va servir à ce véhicule-là a été installée au cours des dernières semaines. Nous, la stratégie qu'on a pour notre camionnette, c'est que ce sont les employés de notre centrale de filtration des eaux qui vont utiliser le véhicule sur les heures de bureau. Et encore une fois, le soir et les fins de semaine, c'est les citoyens qui pourront accéder à la camionnette. Donc, c'est un service qui est déjà très en demande. On le sait, ce n'est pas tous les citoyens qui ont accès à un pick-up, c'est surtout pas tous les citoyens qui veulent en acquérir un. Mais ça peut être pratique pour déménager des matériaux à l'éco-centre, pour un déménagement, entre autres, de pouvoir compter sur un service comme c'était pour pouvoir utiliser une camionnette et en plus réduire son empreinte sur l'environnement. Donc, on lancera le service d'autopartage de la camionnette électrique dès 2022. Donc, pour conclure, je vous dirais que les leçons qu'on retire de notre expérience d'électrification de notre flotte de véhicules, c'est d'abord l'importance de saisir les opportunités de financement quand elles se présentent. Charles en a parlé en introduction, je sais qu'il va en parler également. C'est vraiment un bon moment. Je pense qu'on l'a perdu un peu. C'est pas juste moi. On va voir, mais... Elle n'a pas l'air de revenir. Je ne sais pas si peut terminer là, en attendant. On pourrait peut-être passer à Yves pour parler un peu plus des subventions, en attendant que peut-être Marie-Pierre revienne. Là. Oui, c'est ça. De toute manière, je pense que tu n'avais pas de présentation. Okay. Non, je vais présenter. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Je vais parce que ça, je n'étais pas sûr. Je vais montrer un fichier Excel. Je vais faire un partage si vous voulez. Mais très rapidement, je vais faire un peu une introduction, puis je suis chanceux parce que dans le fond, je connais bien l'ancêtre de Ivy, avec qui j'ai travaillé, puis je connais, évidemment, avec Plessisville, on a fait des projets, mais on travaille avec pas loin d'une trentaine de municipalités, puis c'est en train de grossir sur des projets différents types de projets qu'on fait, soit sur Sauver et l'autopartage, mais aussi le transport collectif intelligent, puis CIT, les services écologiques intelligents. Je vais faire un partage, si ça ne te dérange pas. Est-ce que je peux y aller? Oui. Bon. Donc, très rapidement, j'arrive vraiment parce que je vais parler des subventions. Depuis 2012, là, justement, on travaille sur tout ce qui est mobilité durable, transport collectif intelligent, services écologiques. On a développé en 2012, on a fait l'étude Sauver, l'autopartage, avec justement en prenant le prétexte, j'ai appelé ça un cheval de Troie d'un côté positif d'introduire des véhicules électriques dans les flottes municipales. Puis on a fait vraiment changer la façon d'utiliser les véhicules et en même temps se servir de l'électrification pour modifier les mentalités, les organisations de gestion des équipements roulants. Fait que là, on a fait le premier projet, c'est grâce à Plessisville, il y avait 6 autres municipalités. Après ça, on est grossi à 10 municipalités. Puis là, vraiment, ça a comme explosé. On est dans des outils, justement, de Mass Mobility as a Service. On fait aussi un système qui, en Gaspésie, où on fait de l'autopartage pour toute la région de la Gaspésie avec un système de voiturage qui est en fait un modèle Uber, mais adapté pour les régions. Puis l'argent reste dans les régions. Donc, ce n'est pas nous qui offrons le système, on propose des outils. On a fait aussi plusieurs études pour les camions, entre autres l'étude de Plessisville avec toujours l'aide de la FCM. Puis là, justement, ça va nous permettre de rentrer dans les subventions. On a travaillé beaucoup de projets pilotes, dont avec le CNTA à l'époque, CEVEC, CNTA à l'époque, avec Sylvain Castonguay. Qui était directeur. Donc, c'est un peu de cette époque-là dans les 10 dernières années, on a développé notre expertise dans le domaine. En ce moment, on travaille sur une étude de marché, puis avec l'Union des municipalités du Québec, entre autres, pour l'Union des municipalités, excusez-moi, je bégaye. Et puis, ça me permet justement d'avoir une mise à jour des programmes puis des différentes composantes qu'on peut avoir. Donc, rapidement, les véhicules légers, les gens connaissent, il y a vraiment
rabais du gouvernement, 8 000, 5 000, dépendamment d'un véhicule neuf ou usagé. Sinon, c'est 4 000, 2 500. Mais il y a aussi, pour les véhicules légers, on a eu, dans le cadre des projets pilotes qu'on a fait, des fonds, le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités, comme les municipalités ont droit à ce genre de financement-là. C'est pour quand même des projets innovateurs. En termes de projets pilotes, l'introduction de véhicules légers, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Par contre, ils ont des projets d'immobilisation avec des subventions très intéressantes. C'est des prêts qui peuvent aller jusqu'à 10 millions, puis des subventions qui sont entre 15 et 25 d'un package ils financent 80 d'un projet, le financement d'un projet. Et de ce 80 %-là, on déduit 15 à 25 de subventions calculées sur le total du projet. Donc, s'il y avait un groupe, une MRC qui voulait faire des projets d'immobilisation, acheter des voitures électriques, avec une approche innovatrice, ce genre de programme-là est intéressant. Pour les camions légers et lourds, qui est un gros enjeu pour les municipalités, on a justement fait une étude, une veille technologique, une étude sur l'utilisation des camions. Il y avait Nicolet, Plessisville, Beaconsfield et Varennes. Vraiment 4 municipalités qui étaient volées études. C'était vraiment, ça nous donnait une diversité de types de camions. Donc, dans les camions lourds, il y a Transporter Vert qui donne 50 du surcoût des véhicules jusqu'à un maximum de 100 000 $. Je n'irai pas trop dans les détails. Le programme est disponible, l'argent est disponible jusqu'en 2025. Ça, c'est les dernières informations. Il y a éco-camionnage aussi avec des composantes un peu plus variées. Puis, donc, on peut aller avec c'est pas juste l'électrification, c'est tout ce qui va réduire les gaz à effet de serre et améliorer l'efficacité énergétique en termes de ces équipements-là. C'est des subventions intéressantes. La complexité des projets, évidemment, elle peut varier dépendamment du type d'équipement que vous allez envisager pour vos camions. Encore là, comme pour les projets des véhicules légers, puis je vous dirais, c'est encore le Fonds municipal vert, la FCM, les projets d'immobilisation et les projets pilotes sont ouverts pour ce genre de subventions-là. On travaille justement avec certaines technologies. On a introduit à Varennes, entre autres, les pick-up lourds de Ecoto, les plus gros pick-up. Nous, dans le projet CIT, c'est les F-150, mais dans d'autres projets qu'on a, c'est soit du start-stop, c'est un hybride pour la marche au ralenti, où les camions font beaucoup de marche au ralenti. La Fédération canadienne des municipalités offre vraiment des programmes très intéressants. Ils financent tous les frais admissibles qui ne sont pas juste l'achat des équipements, la gestion, parce que les infrastructures que vous allez avoir besoin, justement, Charles parlait en termes de recharge, il y a quand même des frais. Si on va avec une flotte plus variée, plus grande, il y a des frais d'installation électrique. Puis, il y a l'équipement de la borne, il y a les installations électriques, ça veut dire l'entrée, vraiment l'entrée électrique là, avec l'ampérage, le voltage requis pour de la charge rapide. Parce qu'évidemment, les travaux publics ont souvent des craintes de ne pas avoir le camion chargé en période d'urgence, on s'entend. Il y a des villes comme Plessisville, Nicolet, il y a des endroits où il y a souvent des inondations, donc il y a des besoins de camions, des camions de pompage. Donc, il y a vraiment une inquiétude par rapport à l'autonomie, l'accessibilité rapide d'un camion. La FCM finance ce genre de projet-là. Dans les infrastructures de recharge, il y a encore le programme de Transporter Vert est généreux. Dépendamment du type de borne que vous allez avoir, c'est vraiment pour des bornes rapides, il va y avoir des subventions de 50 %. Selon le type de borne, ça monte jusqu'à 15 000 $. Si c'est 50 kW et plus, on peut aller jusqu'à 60 000 $. Le maximum par année, c'est 150 000 qu'une municipalité ou une organisation peut recevoir, mais on peut avoir multi-année un projet sur plusieurs années. Donc, vous pouvez cumuler le maximum de 150 000 sur plusieurs années. Puis, ça va assez vite, les factures. Il y a les achats d'équipement, les installations, comme je vous expliquais, tout ce qui est infrastructure de recharge. Moi, je décompose en 3 parties, comme j'expliquais. La borne,
les installations électriques, mais il y a aussi des installations non électriques. Les tranchées, les places de stationnement, c'est non négligeable. On a travaillé avec nos projets, juste vous donner un petit exemple, les projets qu'on a eus avec Sauvé pour installer des bornes, là, avec quelque chose de base, ça pouvait aller jusqu'à, pour les villages relais, pour être encore plus précis, ça peut coûter jusqu'à 30 000 $ juste de creuser, faire tes tranchées, amener ton ciment. Mais, justement, alors que Transporter Vert finance les composantes qui sont technologiques, si vous allez avec un projet d'immobilisation, un projet pilote, ces frais d'installation non électriques seraient couverts. Il y a des projets, il y a des discussions aussi avec le Jour de la Terre. Il y a plusieurs organisations qui s'en viennent justement avec des projets d'électrification, entre autres pour les municipalités. Mais je n'ai pas encore assez d'informations là-dessus. Charles le présentait aussi. Il y a le volet accompagnement. Si vous avez, puis je vous le recommande fortement, moi, YHC Mobilité puis YHC Environnement, on travaille avec justement plusieurs clients pour l'électrification d'une flotte d'autobus avec les analyses d'autonomie, avec une entreprise transport adapté médical. Puis c'est important d'avoir une analyse en amont, savoir un peu qu'est-ce que vous avez comme véhicule, votre flotte, où vous voulez aller, parce que ce n'est pas juste ce que vous avez là maintenant, il faut changer des mentalités. Donc, c'est important d'avoir une étape d'analyse et de recul. Transporter Vert finance 50% du coût jusqu'à un maximum de 30%. Notez aussi que le Fonds municipal vert, je l'ai omis de le mettre, finance aussi le volet études jusqu'à 50%, jusqu'à 50% jusqu'à 175 000 de subventions, ce qui est super intéressant, mais il faut que ça soit pour des projets pilotes. Transporter Vert, du moment où vous êtes dans les critères, vous allez recevoir la subvention. Pour le Fonds municipal vert, vous devez aller vers un projet plus pointu d'innovation avec minimalement des réductions des gaz à effet de serre de 20 %. Il y a des critères comme ça par rapport au programme. Fonds vert, c'est un peu plus complexe. En fait, les deux programmes ont leur complexité. Si vous voulez plus d'informations, ne vous gênez pas, vous pouvez nous contacter, puis on pourra vous aider. Très rapidement, il y a plusieurs technologies qui sont homologuées, puis je ne veux pas aller dans les documentations, mais si vous allez dans les camions, il y a plusieurs technologies qui sont déjà homologuées par Transporter Vert. En fait, c'est important de le mentionner. Si vous voulez avoir une subvention de Transporter Vert, vous devez acquérir des technologies homologuées par Transporter Vert. Et dépendamment du type de camion que vous voulez avoir ou de véhicule que vous voulez avoir, bien, vous avez des fabricants, vous avez Ecotoon, qui est maintenant la propriété d'Ecotoon, c'est Girardin, qui font des F-150, ils font aussi des petits autobus. Vous avez FNCO, le système Start-Stop, Bion, vous avez moins besoin de ça, c'est plus des autobus. Il y a le Ford e-Transit qui est homologué par Transporter Vert. Il y a le e-Lightning aussi qui est homologué par Transporter Vert, qui est un transit, le Ford Transit. Je pense que j'ai passé mon temps, puis j'ai terminé. C'est un très bon survol, quand même, des subventions disponibles pour les flottes. Fait qu'on passerait à la période de questions. Je pense que j'avais reçu une question en privé. C'est une question pour Marie-Pierre. Quelle sorte de camion électrique voulez-vous introduire à votre flotte et à quel moment souhaitez-vous l'introduire? Bon, j'espère être capable de répondre jusqu'à la fin. J'ai un problème avec ma batterie. Pourtant, mon ordinateur est chargé, mais il arrête de fonctionner. Là, je ne sais pas pourquoi. Au moins, tu es à la en fait, nous, ce qu'on a acheté, c'est un Ford 150 pour notre partage de camionnettes électriques. Sinon, pour les spécificités de nos camions 5 tonnes, il faudrait que je revienne peut-être par courriel. Ce n'est pas ma spécialité. C'est plus mes gens des travaux publics qui pourraient vous dire exactement c'est de quel véhicule il est question puis de quelle composante pour être électrifié. On a travaillé ça avec Yves dans l'étude avec la FCN.
Puis nous, pour ce qui est de l'échéance, nous, c'est sûr qu'on a vraiment un plan de renouvellement de notre flotte de véhicules qui est étalé sur 20 ans. Donc, vraiment, on sait déjà, avec ce plan-là, on va chercher des sous dans un fonds vert, maison, appelé civil. On va chercher des sous là-dedans chaque année pour renouveler notre flotte de véhicules. Donc, c'est vraiment prédéterminé. On sait déjà en 2025 qu'on va changer tel ou tel véhicule. Là, c'est déjà prédéterminé. OK, vous visez à changer les véhicules, même de voirie, puis tout ça, là. Tous les véhicules. Éventuellement, selon les opportunités et la rentabilité. Même les véhicules, notre directrice générale a un véhicule de fonction qui est une hybride rechargeable depuis peu. Donc, on pense électrique à toutes les fois qu'il est question de renouveler un véhicule. Après, on évalue le potentiel, là, mais jusqu'à maintenant, c'est quand même assez concluant. OK, parfait. Karine Langlais avait posé la question, est-ce que pour un accompagnement, les programmes peuvent se combiner? Je crois que Yves, tu venais de. Oui, j'avais répondu oui. Le programme Transporter vert est assez souple. Il y a probablement un minimum que la municipalité doit investir. Par contre, le fonds municipal vert de la FCM, il n'y a pas de problème. En fait, même, ils peuvent considérer l'apport en nature comme la contribution de la ville. Fait que c'est vraiment, il n'y a vraiment pas de restriction par rapport au fonds municipal vert. Il pourrait l'avoir peut-être un petit peu dans le Transporter vert du Québec. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en avais une. Là. C'est quoi l'autonomie la plus grande qu'on peut avoir sur un véhicule? Parce que c'est souvent ça l'enjeu, à ce que je comprends. On se dit, on va parcourir 200 km aujourd'hui. Peut-être que les véhicules ne seront pas capables de le toffer, mais c'est ça. C'est quoi la plus grande autonomie ou on est rendu où un peu dans l'autonomie des véhicules? Peut-être Charles? Oui, ben, ça me fait plaisir de répondre à cette question-là. D'entrée de jeu, là, à mon avis, c'est vraiment pas ça qu'il faut viser, d'avoir une autonomie la plus grande possible. Tantôt, j'ai mentionné le right sizing. Premièrement, si on a une considération environnementale qui est en arrière du projet, d'aller chercher la plus grosse autonomie, ça veut dire la plus grosse batterie. Puis une plus grosse batterie, ça a un plus gros impact environnemental qu'une plus petite batterie. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre les besoins. Puis pour répondre directement à ta question, là il y a des véhicules communs, disons, là, qui ne sont pas des supercars, là, qui peuvent atteindre le 580 km d'autonomie, 600. Mais ensuite, ça tombe dans des concept cars ou des véhicules plus exotiques. Il y en a qu'on a vu des annonces jusqu'à 1000 km. Mais à mon avis, ce n'est pas dans la bonne direction. Il ne faut pas aller vers l'autonomie la plus grande possible. D'autant plus qu'avec tout le réseau de bornes publiques rapides qui est déployé au Québec, il n'y a aucun besoin, je veux dire, c'est très, très facile de se déplacer et de recharger rapidement. Il y a très, très peu d'applications commerciales pour des véhicules légers, par exemple, qui demandent de rouler 800 km sans jamais arrêter une demi-heure. Je ne dis pas qu'en une demi-heure, vous rechargez le 800 km, mais il faut vraiment bien comprendre les besoins quotidiens et les segmenter en besoins par trajet. Puis après ça, voir si les puissances de recharge durant les arrêts peuvent convenir à combler ces besoins-là de chaque trajet individuellement dans une journée. Parfait. Mais on est à peu près dans les 400-500 km en ce moment. Oui, c'est ça, 400, oui, environ. Parfait. J'ai pas vu d'autres questions. Quelqu'un peut-être a quelque chose? Sinon, moi, je pensais à l'achat des véhicules électriques. Là, dans le fond, si on veut changer une flotte, il faudrait passer par acheter les véhicules individuellement. C'est pas comme un projet d'une municipalité ou parce que je voyais si on peut l'acheter individuellement avec la subvention du gouvernement ou on passe plus, on fait un projet ou comment c'est mieux de passer? Je ne sais pas si c'est clair. Je pourrais amener peut-être une tentative de réponse. Oh, c'est bon. Là, en ce moment, les flottes municipales, les gens s'habituent. Il y a vraiment les gens à l'urbanisme vont aimer les voitures électriques. Les gens dans les travaux publics vont un peu moins aimer les voitures électriques parce que la voiture électrique est plus petite que la voiture conventionnelle. Puis dans les villes, on a tendance à avoir des pick-up. Donc, c'est déjà un changement d'organisation. Puis je suis sûr que les municipalités qui assistent, ils vont être d'accord avec moi, mais nous, ça fait quand même depuis 2012 qu'on fait les études, puis les pick-up sont comment dire, favorisés. Donc,
il y a une question aussi, parce que la voiture électrique, c'est une voiture très agréable, puis très, comment dire, très fonctionnelle. Fait que les gens doivent l'apprivoiser, puis voir c'est quoi les avantages. Puis après, quand tu vas, une ville est prête, entre autres, Plessisville, puis les villes comme Plessisville et Nicolet, on a remarqué, quand on a rentré les premiers véhicules, les Spark puis les Vol, ça a créé un effet d'entrain. Nous, on regarde les statistiques, on travaille dans justement les inventaires de gaz à effet de serre et tout. On a remarqué qu'il y avait plus de voitures, voitures électriques à Plessisville, puis parce que les gens l'ont vu. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous arrivez dans une deuxième vague, ben là, tu peux aller en achat regroupé, là, où c'est plus intéressant. Dès que c'est des pick-up, des trucs plus pointus, des camions qui doivent répondre à des besoins municipaux, parce que les camions, l'utilisation des flottes municipales, c'est pas comme une flotte privée. Les municipalités ont besoin de camions. Ils les utilisent pour des responsabilités, des besoins, là, des urgences. Donc, des fois, ils ont une sous-utilisation du camion, ils en ont besoin. Donc, ça, puis ils ont besoin d'avoir des camions adaptés pour leurs besoins. Donc, ça, c'est des projets plus chers. Puis j'irais vraiment avec une approche plus comme un peu avec la FCM ou achat regroupé, puis dire, bon, mais tant qu'à faire tout l'effort, ben, ce serait bien de le faire via une MRC ou via un regroupement d'achat. Je pense qu'il y a vraiment des économies d'échelle à faire. Là. Je suis sûr que l'ingénieur Charles va être d'accord avec moi là, de vraiment, plutôt que chaque municipalité passe par le processus de dire qu'est-ce que j'ai besoin pour mon camion de pompage, qu'est-ce que j'ai besoin pour mon camion de déneigement. Bien, il y a une expérience, il y a une expertise qui est commune, là, qui va ressembler à Nicolet, Plessisville, Varennes, même Beaconsfield qui est en l'île de Montréal. Puis, il y a une grosse valeur de la part. Mais je pense que ça répond quand même bien à ma question, mais sinon, ça a donné des informations vraiment intéressantes. Il n'y a pas d'autres questions, fait que peut-être que je vais partager mon écran là, à la fin. Donc, c'est ça, c'est ce qui complète notre 1 heure là, de discussion sur les flottes municipales pour un filage électrique. Donc, je tiens à remercier Charles Trudel, chargé de projet à l'Institut du véhicule innovant, Yves Hennekens de YH Environnement et Marie-Pierre Paquette de la ville de Plessisville. Pour la suite, moi, je vais envoyer des courriels aux participants avec toute l'information que vous avez reçue. Puis aussi, éventuellement, le webinaire qu'on vient de faire va être en ligne, donc vous pourrez le réécouter sans problème. Donc, c'est ce qui complète le webinaire. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir été présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.